Nous allons maintenant suivre, pour la première fois en direct, le cortège folklorique des géants d'Ath. Monsieur et Madame Goliath, Mademoiselle Victoire, le cheval Bayard, pour ne citer que, sont parmi les plus anciens et les plus beaux géants du monde. Aujourd'hui, on fête le 500e anniversaire de Goliath. L'occasion pour nous était belle de vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Un reportage réalisé par Gérard Loverius et que vous présente Jean-Paul Procureur. Mesdames et messieurs, bonjour sur un coup de canon, bienvenue à Ath, bienvenue donc dans cette cité très attachante du Hainaut occidental, une ville qui fête donc aujourd'hui le 500e anniversaire de son patron, le géant Goliath. Ath, c'est en effet par excellence en Belgique la ville des géants qui processionnent chaque année le 4e week-end du mois d'août. Si Goliath a 500 ans, le cortège des géants lui a plus de 500 ans. Et c'est le seul cortège de Wallonie qui ait conservé son caractère authentique, le seul qui ait conservé ses géants anciens. Vous voyez d'ailleurs apparaître sur votre petit écran le premier de ces géants, le géant Samson, que nous détaillerons tout à l'heure. Disons encore que le 500e anniversaire de Goliath, ou de Gouillasse, comme on dit ici dans le patois local, est en préparation depuis plus d'1 an et demi. C'est dire toute l'importance de ce cortège des géants pour la population d'Ath et des environs. Ce long ruban coloré que vous voyez qui se déroule dans les vieilles rues du centre attire ici une foule énorme. Les géants sont tellement importants dans la vie locale que la couleur de leurs vêtements a parfois changé avec les changements politiques. Nous allons en reparler d'ailleurs. Nous aurons l'occasion d'évoquer aussi, puisque nous sommes ensemble pendant près d'1h30, évoquer aussi l'évolution de ce cortège à travers les siècles. D'abord procession religieuse, puis manifestation de plus en plus profane. Nous verrons le travail réalisé par les porteurs, c'est-à-dire un véritable exploit. Il n'y en est fait qu'un seul porteur sous chaque géant. Bien sûr, il y a des équipes, mais au sein de chaque équipe, les porteurs se relaient et ils portent chaque fois plus de 100 kilos. Pour détailler tout cela, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ducastel, historien, secrétaire général du Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la région d'Ath, un homme qui connaît tout ou presque sur ce cortège. Nous allons d'ailleurs le mettre tout de suite à contribution pour nous expliquer qui est Samson. On peut dire d'abord que Samson, bien sûr, est un personnage biblique, le chef des Hébreux, mais on se demande un peu pourquoi il est travesti de cette manière, pourquoi il est travesti en garde française du début du 19e siècle. Jean-Pierre Ducastel. Eh bien oui, là, c'est évidemment un héritage de la Révolution française. En fait, Samson tel qu'il nous apparaît ici, c'est le Samson du cortège de 1806, c'est-à-dire de la toute première procession après la destruction des géants à la Révolution française. Chose importante, Samson est précédé d'un groupe que nous avons découvert tantôt en même temps que lui, et qui est le groupe des gardes françaises, des Bleues, ancienne compagnie des canonnières quebusiers. Et qui avait une importance à Ath? Qui avait une importance, puisqu'en fait, cette compagnie est attestée depuis le XVe siècle, et elle existe toujours maintenant, de même que Samson, lui aussi, est bien en place dans ce cortège. Et vous voyez immédiatement les deux détails qui font de Samson le héros biblique, c'est-à-dire la colonne du temple et d'autre part la mâchoire d'âne, n'est-ce pas? La mâchoire d'âne avec laquelle il tua, paraît-il, 1000 Philistins. Exactement. Oui. On peut dire encore que Samson pèse 90 kilos et qu'il mesure 4,30 m. C'est exact, et Samson en fait a été alourdi ces dernières années à la suite d'une restauration et il dépasse certainement maintenant les 100 kilos. C'est pas mal, mais je crois que ce n'est pas encore le géant le plus lourd du cortège d'Ath. Certainement pas. Voilà Samson qui va commencer à danser pour vous.
crois que vous avez pu observer que les danses des géants dates sont très élégantes. C'est dû d'ailleurs au fait, je crois, Jean-Pierre Ducastel, que les géants dates sont portés par un seul porteur. Oui, non seulement ils sont portés par un seul porteur, mais le système de portage est particulièrement souple. C'est un système de sangle. Le géant repose sur les épaules d'un homme, mais sur des sangles qui sont assez souples. La tête du porteur pose, elle, sur un coussin, et le porteur tient deux éléments en bois de la carcasse du géant. De ce fait-là, le système de portage est suffisamment souple et permet effectivement des danses très élégantes. Derrière le géant Samson, c'est la musique de Moulbé. Je crois qu'on pourrait peut-être profiter de l'espace qui nous sépare du prochain groupe, Jean-Pierre Ducastel, pour parler de l'origine de la Ducasse d'Ath. C'était d'ailleurs d'abord une procession. On a parlé d'une peste qui avait endeuillé très fortement la région d'Ath. Est-ce que c'est une explication sérieuse? Est-ce que c'est vraiment cette peste très importante qui a amené la procession qui s'est ensuite transformée en cortège? Non, là je crois que c'est une légende. C'est-à-dire que l'histoire de la peste est évidemment légendaire. Ce sont les auteurs anciens qui ont rapporté l'histoire d'une peste qui, au XIIIe siècle, aurait provoqué la création de la procession. En fait, la procession est d'origine tout à fait classique, si je puis dire. C'est-à-dire que nous sommes en présence d'une procession de dédicace, c'est-à-dire de consécration de l'église paroissiale. Et c'est en fait à la date de consécration de l'église paroissiale que cette procession avait lieu. D'où le nom dédicace, d'où le nom de Ducasse en flamand. Kermis, c'est exactement le même mot français ou picard, si vous voulez, d'une part, et le mot flamand d'autre part. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous découvrons ici un des endroits privilégiés du cortège, c'est-à-dire le pont du Moulin, qui est en fait à la fois, nous sommes juste à côté du moulin, de l'ancien moulin seigneurial. Nous sommes également à une porte de la ville et effectivement, les danses des géants ici sont particulièrement spectaculaires et c'est un des endroits où le cortège est le plus beau. Il danse d'autant plus, je crois, qu'il voit les caméras de télévision. Que la foule est particulièrement nombreuse sur les trottoirs et aussi aux fenêtres. Tout à l'heure, on a vu des gens danser sur les balcons au son des fanfares. C'est vrai que la fanfare-date est un événement extrêmement important pour toute la population de la région. C'est certainement le plus grand jour de l'année. Ce qu'on peut expliquer aussi, Jean-Pierre Ducastel, c'est comment cette procession, au départ, cet événement religieux est devenu un événement de plus en plus laïque. Oui, là, évidemment, l'explication est relativement simple, encore qu'il y a toute une évolution. Tout d'abord, il faut dire qu'à l'intérieur de la procession, on avait donc créé une série de groupes qui constituaient des attractions. Parmi ces groupes, il y avait notamment Samson, illustrant la Bible. Il y avait notamment David et Goliath, le combat de David et Goliath, illustrant également la Bible. Mais il y avait aussi des épisodes laïques déjà. C'est-à-dire que ces processions, finalement, constituaient non seulement un élément d'éducation religieuse, destiné à enseigner la Bible ou le Nouveau Testament, mais aussi un élément d'éducation, de fête, si vous voulez, et de réjouissance. La preuve, c'est qu'on a créé des groupes laïques dès le départ, notamment un groupe comme le Cheval Bayard que nous découvrirons tout à l'heure. Maintenant, dans l'évolution de cette procession, à un moment donné, elle est devenue de plus en plus laïque. Et notamment à partir du moment où Goliath, par exemple, a été doté d'une épouse. À ce moment-là, on a un peu oublié que Goliath, c'était le Goliath de la Bible, puisqu'on l'a marié en 1715. D'autre part, mais cependant, c'est toujours resté une procession, avec des groupes laïques, donc, amalgamant, bien sûr, différentes autorités religieuses, autorités civiles, et également les groupes de confréries, c'est-à-dire les organisations de métiers. Est arrivée alors la Révolution française qui a tout détruit. Il y a eu ensuite une reprise, et alors c'est en 1819 que des circulaires du gouvernement hollandais ont interdit la présence de groupes laïques au sein des processions. Et à ce moment-là, notre procession est devenue un cortège purement laïque.
mais qui a gardé les groupes religieux, et notamment des groupes purement religieux, comme par exemple la Fuite en Égypte, ou Saint-Jean-Baptiste, ou Saint-Martin, ou Saint-Christophe, etc., qui étaient vraiment purement religieux. Saint-Christophe qui est toujours dans la procession. Saint-Christophe est toujours dans la procession, et là, évidemment, c'est un personnage qui vient, évidemment, de Flobec. Il existait dans la procession date au XVe siècle, probablement pas sur échasse, mais il est réapparu alors au XIXe siècle, venant de Flobec, où il figure dans une procession, et où il figure toujours maintenant dans une procession. Et alors, en 1976, alors, on a réintroduit le Saint-Christophe de Flobec au sein du cortège date, bien que ce soit un cortège purement laïque. On peut peut-être dire un mot aussi de la présence des majorettes qui suscitent parfois des polémiques. C'est-à-dire que, en fait, les fanfares régionales qui accompagnent traditionnellement les géants se sont parfois dotés de majorettes. C'est le cas de la fanfare de Moulbec, nous voyons ici évoluer pour le moment. Moulbec est un petit village à côté d'Ath où il y a un très joli moulin. Oui, certainement. Et Moulbec est effectivement un village fort intéressant. Et dans ce village, il y a effectivement autour de la fanfare toute une animation. Cette fanfare, qui est fort vivante, a donc créé un groupe de majorettes, ce qui est évidemment très à la mode. L'inconvénient de la présence des majorettes dans un cortège comme celui d'Ath, c'est que ça disperse l'attention. Mais évidemment, d'un autre côté, ça remplit peut-être aussi les vides entre les groupes. Et ça permet de donner au public une attraction intermédiaire entre les groupes qui sont les plus intéressants normalement. Les majorettes accompagnent aussi, je crois, les fanfares. Et est-ce que cette année on danse encore en disco? Puisque je crois qu'il y a quelques années on avait introduit le disco, enfin certains avaient essayé d'introduire le disco pour faire danser certains géants, non? Oui, mais là, on est dans le domaine de la liberté, là, à ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, à part les endroits traditionnels où il y a des danses habituelles, si je puis dire, effectivement, on peut introduire n'importe quel type de danse pour les géants. Et ça n'a jamais été un inconvénient ni un obstacle à l'évolution du cortège que l'introduction de danses tout à fait modernes, même pour faire évoluer des géants aussi anciens que Goliath ou Samson. Oui, enfin, on peut préférer le reggae, mais enfin, chacun ses goûts. Alors le groupe qui s'amène maintenant à Palan, puisque le cortège date est composé non seulement de géants, mais aussi de groupes et de chars. Vous voyez aussi le char qui s'amène au fond d'image. Le groupe qui s'amène, c'est le Canon du Mont Sarah. C'est un nouveau groupe en fait. C'est une création d'un groupe de jeunes qui a investi beaucoup dans la rénovation du cortège date, et ce groupe de jeunes a voulu évoquer le rôle joué par certains Athois dans la Révolution de 1830, c'est bien exact. C'est bien ça, oui. On a évidemment, au moment de la création, on a beaucoup discuté autour de la création de ce groupe. Il est certain que maintenant ce groupe est accepté par tout le monde et qu'il est devenu, la création de ce groupe est devenue un fait historique, même si ce groupe ne remonte qu'en 1975. Ce groupe évoque en effet le fait qu'à un moment donné, les révolutionnaires athois en 1830 ont emmené un canon qui se trouvait au Mont Sarah, c'est-à-dire ici immédiatement à la sortie d'Ath vers Tournai, où il y avait une chapelle du Mont Sarah, c'est-à-dire de Mont Serra, de la Vierge de Montserrat en Espagne en fait, d'où le nom de Mont Sarah. Et ce groupe donc du Mont Sarah, du canon du Mont Sarah, était évidemment à l'origine un groupe qui a emmené le canon à Bruxelles pour participer à la Révolution. Alors évidemment, ce groupe amalgame toute une série d'éléments de la Révolution de 1830, qui sont parfois des éléments mythiques. On retrouve la participation de la garde bourgeoise, la participation des dentelières et la participation des carriers de marque. Et on entend maintenant effectivement la dentelière Anne-Marie Leroy. Anne-Marie Leroy, c'est ça, on va l'écouter. Je crois qu'on ne saisit pas très bien ce qu'elle dit. Vous pouvez peut-être nous raconter ce qui se dit là sur le char du Mont Sarah. Eh bien, c'est une sorte de harangue où elle incite les
soit à se rendre à Bruxelles, comme on se rencontre, et aussi à s'emparer de la caserne d'Ath. Et elle donne des instructions, elle harangue les troupes qui sont, comme vous voyez, constituées d'artisans athois, de bourgeois et d'artisans d'un village voisin qui s'appelle Mafle, où il y avait des ouvriers carriers. Est-ce que ça correspond à la réalité historique? Oui, évidemment, j'ai dit que c'était un peu mythique. Le discours qu'elle prononce est évidemment une composition de 1975, bien sûr. Elle le prononce, comme vous avez pu l'entendre, en dialecte, et elle se plaint des dominations successives de la Belgique, domination espagnole, autrichienne, et puis finalement hollandaise, en se disant que l'occasion est maintenant venue de se libérer, de profiter de cette révolution de 1830 pour enfin conquérir l'indépendance. C'est évidemment un peu mythique, c'est une façon d'évoquer le nationalisme belge et il y a un but d'éducation idéologique qui transparaît immédiatement sous le discours d'Anne-Marie Leroy. Ici, évidemment, le groupe chante la muette de Portis. Il y a évidemment des révolutionnaires de poids. Jean-Pierre Ducassel, puisque nous parlions de révolution, puisque nous parlions politique, pourrait peut-être évoquer l'influence que la politique a eue sur le cortège d'Ath. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, pour frapper un peu la couleur des géants a parfois changé avec les changements politiques. Est-ce que vraiment ça a toujours été, enfin c'est récent, c'était en 1933 quand les socialistes sont arrivés au pouvoir à Ath, on est passé du bleu au rouge. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que le cortège d'Ath a toujours été en communion avec la politique? Oui, exactement. On peut dire qu'il y a en fait une telle symbiose entre le cortège et la population athoise que finalement il était un peu fatal que le cortège tombe dans le domaine public. Tombe dans le domaine public au point de vue économique, comme au point de vue social, comme au point de vue politique. Et il est certain notamment que les libéraux ont commencé par habiller les géants en bleu et que les socialistes les ont ensuite habillés en rouge.
On a non seulement habillé les géants en bleu et en rouge, mais aussi on les a sortis à l'occasion de victoires libérales et de victoires socialistes. Donc en fait, là, il y a toute une utilisation politique du cortège. Jean-Pierre, je vous arrête, nous reviendrons sur ce point dans un instant, puisque voilà venir le char de l'horticulture, un très beau char qui était précédé par la musique du Meyboom. Le char de l'horticulture, je crois que c'était autrefois appelé le char des jeunes filles. C'est ça, et on voit toujours d'ailleurs les jeunes filles qui se trouvent sur ce char. Ce char est très décoratif et il remonte au milieu du 19e siècle à l'origine. En fait, ça indique les préoccupations décoratives du 19e siècle. Le char des jeunes filles est malheureusement, le char de l'horticulture, pardon, est malheureusement déjà passé. Voilà venir Ambiorix, le plus lourd des géants, je crois. C'est ça, c'est le plus lourd, malgré l'alourdissement des autres. Ambiorix continue à ce point de vue-là à être le champion. Il pèse au moins 130, on dit 129, kilos. En fait 130, j'ai pu le vérifier l'année dernière d'une façon assez précise. 3,75 m. Oui, c'est ça. Je crois que son poids est peut-être dû à son armure. Son poids est dû pour une part à sa cuirasse, oui. Pour une part à sa cuirasse. Et à son harnachement aussi, parce qu'il a à la fois, il porte notamment un arc sur le dos, c'est l'ancien géant des archers. On peut dire aussi qu'Ambiorix a remplacé le géant Tyran en 1865. Tyran, oui, 1865, je vous corrige tout de suite. Oui. En fait, c'est 1850. Lors de la réforme du cortège en 1850, toujours dans le but d'exalter la nation belge et notamment de montrer que les Belges avaient résisté à l'occupation romaine, on a utilisé ce héros éburon qui avait vaincu César, Ambiorix, pour figurer dans le cortège et dans un but d'éducation politique et notamment de formation civique des citoyens belges, en se disant qu'il fallait que les citoyens belges aient une certaine fierté nationale. Et alors, d'où Tyran, géant des archers, géant de la procession, est devenu Ambiorix. Mais en fait, il faut dire que les porteurs appellent toujours ce géant Tyran. C'est-à-dire que pour la population attoise, il est resté Tyran, et qu'au niveau savant, si vous voulez, on l'appelle Ambiorix. Et il a la tête recouverte d'une peau de bête, je crois. C'est ça, il évoque donc un Gaulois recouvert effectivement d'une peau Gaulois recouvert d'une peau de bête avec son épée, mais il a gardé l'arc de Tyran dans le dos. Normalement, dans le dos, il porte l'arc de Tyran, il a une cuirasse, et il est vêtu, comme vous voyez, d'un manteau rouge, évoquant donc ainsi le guerrier gaulois. Voilà l'arc et les flèches de ce guerrier, qui est, si vous voulez, donc un personnage double, à la fois tyran, tyran pour le peuple, tyran pour la tradition, et en même temps, Ambiorix, guerrier gaulois. Tyran pour le peuple, mais on l'aime quand même, c'est un peu... Oui, le mot tyran est un mot discuté, justement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tyran peut-être avec TI, R-A-N-T, c'est-à-dire celui qui tire, le tireur à l'arc, finalement. Mais je crois que c'est aussi un petit peu la particularité de cette ducasse d'Ath, même si on prend l'acception de tyran dans le sens politique. On aime même Goliath qui est finalement le mauvais dans ce... C'est ça, Goliath normalement devrait être le mauvais, or les Attois, c'est le géant préféré des Attois. Donc il y a un phénomène qui s'est produit, dont on a beaucoup discuté au colloque qui vient de se tenir justement sur les géants, de savoir dans quelle mesure le géant était mauvais ou bon. C'est-à-dire qu'en fait, la tradition normalement veut que le géant soit une sorte de personnage maléfique, notamment comme le dragon, et en fait, il y a une espèce de réappropriation du géant par le peuple récupère le géant pour en faire une sorte de symbole, notamment symbole de la ville.
Bien, toutes nos félicitations, c'était très élégant, pourtant je crois que c'est lourd. Ben oui, ça pèse 130 kg. Est-ce que ce n'est pas le plus lourd du cortège? C'est le plus lourd du cortège, effectivement, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez suivi un entraînement spécial pour y arriver? Pas du tout, c'est ça qui est le problème, c'est que chaque année, donc en fait, on prend le géant le jour au matin du cortège, sans possibilité d'entraînement. Bien sûr, on fait un peu d'entraînement physique, sans plus, quoi. Est-ce que votre métier, par hasard, vous prépare à faire ce genre de sport? Ah non, pas du tout, je suis assureur. Bon. Est-ce que vous faites aussi partie d'une famille de porteurs? Je ne fais pas partie d'une famille de porteurs. J'ai eu l'occasion, il y a 7 ans, de rentrer dans un groupe de porteurs. Et j'ai saisi l'occasion, comme des centaines d'autres jeunes Atois voudraient saisir cette occasion. Bien sûr, dans la famille, nous sommes tous très intégrés au folklore Atois, comme d'ailleurs pas mal de gens ici à Ath. Ce n'est pas une particularité familiale. Et il faut dire que mon grand-père, pendant 40 ans, a participé au cortège. Mon père, il participe depuis plus de 20 ans. Ma fille est dans le cortège, ma femme est dans le cortège, mes sœurs étaient dans le cortège, mes beaux-frères sont dans le cortège. Donc, disons que le cortège, c'est peut-être une affaire de famille et finalement de la grande famille atoise, quoi. C'est sans doute le plus grand jour de l'année pour tous les Atois. Certainement, et le 500e anniversaire, particulièrement pour nous, c'est un jour très émouvant où on pense beaucoup aux anciens qui nous ont quittés et qui ne peuvent pas vivre la fête avec nous. Allez, on va vous laisser récupérer maintenant. Maintenant, je crois que c'est à Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, c'est à vous? C'est d'un coup sec, je crois qu'on y va. Voilà, c'était Ambiorix et son porteur Jean-François Masson. À présent, le groupe des halbardiers, les halbardiers qui entourent le char des États provinciaux. Les halbardiers sont des soldats de l'époque espagnole qui escortent donc le char des États provinciaux et qui évoquent le XVIe siècle. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est la tendance historique. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on a introduit toute une série de groupes historiques. Au XIXe siècle, pardon, on a introduit toute une série de groupes historiques dans le cortège, et notamment ces halbardiers qui escortent effectivement ce char des États provinciaux de 1572. Les États provinciaux qui, alors que la ville de Mons était occupée, se sont réunis ici à Ath. Et il s'agissait au XIXe siècle notamment d'évoquer l'époque où Ath a été en quelque sorte la capitale du Hainaut, puisque les États provinciaux s'étaient réunis à Ath, alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, Mons était occupé. Donc en fait, ce char a été acheté à Bruxelles après un cortège vers 1886, et ce char s'est maintenu jusqu'à nos jours. Évidemment, il s'agit d'une espèce de caractère typique du XIXe siècle que ce chauvinisme local et en même temps que cette évocation historique. Oui, finalement, est-ce que c'est vraiment un événement important ou bien est-ce qu'on n'essaie pas de retrouver des événements comme celui-là en tirant un peu dessus, pour parler un peu grossièrement, et créer des chars, Bien sûr, les chars, en voilà encore un autre exemple de chars qui se sont ainsi multipliés. C'est le char de la navigation au XVIe siècle. C'est ça, c'est le char de navigation au XVIe siècle qui, lui, n'a vraiment rien d'atois. Il s'agissait encore une fois d'un de ces chars du cortège du 50e anniversaire des chemins de fer, et ce char de la navigation, lui aussi d'ailleurs accompagné cette fois-ci par des halbardiers également, donc il y a les halbardiers et les hommes d'armes. Eh bien, ce char de la navigation au XVIe siècle n'a vraiment rien d'atois. Il évoque une barque qui normalement naviguait au XVIe siècle, mais non pas dans la région d'Ath, bien sûr. Et on a introduit tous ces groupes pour multiplier les attractions au XIXe siècle, où prédominait à la fois le goût de l'histoire et le goût du spectacle. Et bien sûr, on voit dominer dans ces chars, notamment les dorures. Les dorures sont particulièrement marquantes dans ces chars. Il y a beaucoup de tape à l'œil dans ces chars. C'est aussi une des caractéristiques de ce goût du XIXe siècle pour tout ce qui est attractif et un peu tape à l'œil d'ailleurs.
Toujours une foule particulièrement nombreuse pour admirer ce cortège. Est-ce qu'on a déjà essayé, Jean-Pierre Ducastel, de chiffrer le nombre de gens qui viennent à Ath le 4e dimanche d'août? Non. On a des chiffres, par exemple, pour le début du siècle, où on nous dit qu'on a distribué à la gare, ou qu'on a recueilli à la gare plutôt 6000 coupons. Il faut ajouter évidemment à ces 6000 coupons qui, à l'époque, vers 1905, avaient été recueillis à la gare, tous les habitants d'Ath et des villages voisins. On se trouve donc ainsi devant une foule qui, de toute façon, dépasse largement les 10 000 personnes. Et aujourd'hui, je crois que ce chiffre est largement doublé, voire même triplé. Alors cette très belle demoiselle qu'on vient de voir, c'est Mademoiselle Victoire. Mademoiselle Victoire qui symbolise la ville d'Ath. Une taille très respectable pour une demoiselle, 4,07 m, un poids très respectable aussi, 118 kg. Mademoiselle Victoire date de l'époque de Marie-Thérèse, 1750, puis d'erreur dans les dates, Jean-Pierre Ducastel. Là aussi, voilà. je vais apparaître Voilà un peu iconoclaste, oui. Mais je dois dire que je suis convaincu de plus en plus que Mademoiselle Victoire date du 19e siècle. Ce sont les historiens de la fin du 19e siècle qui ont fait de Mademoiselle Victoire une géante de la procession. En fait, Mademoiselle Victoire date de 1860. On a les documents de sa création et non pas de sa reconstruction. Pourquoi n'aurait-elle pas été recréée en même temps que les autres géants, alors que tous les autres géants qui avaient été brûlés ont été reconstruits? Donc, et il faut dire, je crois, que tous les géants conservent leur morphologie du début du 19e. C'est ça, tous les géants, de toute façon, ont la morphologie du début du 19e siècle, à l'exception du cheval Bayard. À l'exception du cheval Bayard qui est récent, et de Mademoiselle Victoire qui, elle, date de 1860. Mais de toute façon, au niveau des matériaux, tous les géants attois sont en matériaux traditionnels, à l'exception de la chevelure qui est faite de matériaux synthétiques maintenant, mais pour le reste, c'est essentiellement du bois et de l'osier notamment. Du tilleul pour la face, je crois. Et notamment du tilleul pour le visage et le haut des épaules. Au point de vue des porteurs, ce qu'on n'a pas encore fait remarquer, c'est que les spectateurs lancent des pièces d'argent. Vous voyez ces porteurs qui ramassent les pièces, qui ne sont pas bien grosses d'ailleurs, il faut le dire. Je les ai vues tout à l'heure et ce sont souvent des pièces d'1 franc. Oui. Mais en fait, c'est une coutume récente, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la coutume est née en 1945, lorsque les Américains ont vu le cortège. Ils ont été tellement impressionnés qu'ils ont jeté de l'argent. Et depuis lors, les Athois et les touristes ont suivi, et maintenant la tradition est largement implantée. C'est une forme de récompense, si vous voulez, pour la prouesse de celui qui porte le géant et qui danse avec le géant, prouesse qui n'est certainement pas négligeable. Ce qu'on peut dire aussi de Mademoiselle Victoire, c'est qu'elle évoque donc les armes de la ville, nous les découvrons maintenant, et que le but, encore une fois, comme nous l'avons vu tantôt avec le char des États provinciaux, c'est essentiellement une espèce d'éducation idéologique et d'enracinement dans la cité, dans la ville, évoquer la ville. Il est d'ailleurs symptomatique que la ville s'appelle Mademoiselle Victoire. Il y a la couronne de Mademoiselle Victoire qui évoque, je crois, les murailles qui entouraient la ville d'Ath. Oui, là, je serais aussi plus sceptique. Je me permettrai de dire que simplement elle est couronnée parce qu'elle représente la ville. Quant à dire que cette couronne évoque les remparts de la ville, je suis beaucoup plus sceptique. Ce qu'on peut voir, c'est que Mademoiselle Victoire est une géante qui, finalement, au niveau des danses, est particulièrement évocatrice. Et elle danse remarquablement. Notamment les valses de Mademoiselle Victoire sont particulièrement belles. Là aussi, les couleurs de la ville, c'est-à-dire violet, blanc et jaune.
Monsieur Dutilleul, est-ce qu'il faut être bon danseur aussi dans la vie pour être bon danseur avec un géant? Je m'excuse un petit peu. Oui, vous êtes essoufflé. On va vous laisser Oui. un instant pour reprendre votre respiration. Je me demandais s'il fallait être bon danseur aussi dans la vie, dans les balles Écoutez, du petit coin pour... Je ne sais pas très bien danser, Non, pourtant ici ça allait très bien avec Surtout pas avec ma 118 femme. kilos sur le dos. surtout pas avec ma femme. Mais avec Mademoiselle Je suis Victoire, meilleur ça va très danseur, bien. c'est très bien. Vous la préférez? Ça, je ne peux pas dire ça. Elle a quel âge? Là, je ne saurais pas vous dire non plus. Enfin, c'est une demoiselle. Vous êtes aussi membre d'une famille de porteurs? Je fais partie de la famille de Metz. Je suis porteur depuis 16 ans. J'ai 20 ans de porteur. Je crois que c'est aussi une famille qui, encore plus loin, remonte à la Oui, famille des Bourlards, oui, qui des sont les Bourlards. porteurs les plus célèbres C'est ça, d'Ath. oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis magasinier chauffeur Je suis magasinier chauffeur. Est-ce que vous faites pendant la semaine des efforts aussi violents que celui-là? Non, surtout pas. Et pas d'entraînement non plus pour vous préparer? Nous allons très souvent, on est souvent demandé à Bruxelles maintenant. Donc les porteurs de la ville d'Ath vont souvent à Bruxelles. Nous avons été à l'Omegang, au Méboum. Est-ce que vous sortez volontiers? Par exemple, à Binche, les Gilles de Binche ne veulent pas sortir de Binche. Mais ici à Ath, est-ce Les que... géants d'Ath ne sortent pas d'Ath. Alors vous portez quoi là-bas? Mais ce sont les géants de Bruxelles. Donc on nous demande d'aller là parce qu'ils n'ont pas de porteur chez eux. Mais les géants d'Ath restent à Ath. Oui, ils ne sortent jamais d'Ath. Qu'est-ce qu'on ressent à la fin d'une journée comme celle-ci? Un peu de fatigue. Et on dort combien d'heures? Oh, pas beaucoup. Bon, on se couche tard malgré tout? Oui. Très tard. Parce que c'est la fête après. Allez, bonne journée, bonne fête. Merci. Après Mademoiselle Victoire et son chef porteur, Monsieur Dutilleul, qui ne sait pas très bien danser avec Madame, mais qui danse très bien avec Mademoiselle Victoire, c'est le char de l'agriculture qui s'amène. Oui, le char de l'agriculture qui cette année est précédé d'un groupe qui nous vient de Gibec, un groupe de paysans justement qui évoque les paysans et qui en fait est un groupe tout à fait nouveau dans le cortège. Oui, on peut dire que ce groupe de Gibec, on l'a d'ailleurs déjà vu à la télévision, puisque Gibec a remporté, il faut le dire, le prix Qualité Village il y a 1 an ou 2. Oui, c'est ça. Notamment grâce à des activités folkloriques organisées à Gibec. Un Oui. village très attachant et qui pourtant se dépeuple, mais qui veut survivre. C'est ça. Et alors, c'est une des conséquences de la fusion des communes, c'est que ce village qui est complètement isolé, qui est assez coupé d'Ath, a trouvé une nouvelle jeunesse, notamment à la suite justement de la fusion des communes, et il veut affirmer son identité. C'est une des façons d'affirmer son identité, c'est notamment de créer des groupes folkloriques comme celui-là. Et alors évidemment, ce groupe folklorique remplace ce qui constituait autrefois les paysans qui accompagnaient le char de l'agriculture. Évidemment, on l'a mis devant le char, parce que pour danser, il a besoin d'une fanfare. Alors qu'autrefois, les paysans suivaient le char de l'agriculture. Donc c'est une petite modification à la tradition, c'est que ce groupe nouveau, animé, intéressant finalement, est passé de l'arrière du char à l'avant du char. Ce char de l'agriculture qui évoque bien sûr l'activité principale de la région, une région qu'on appelle le Pays Vert. C'est ça, on parle toujours pour Ath du Pays Vert, et effectivement, de plus en plus, à la suite du déclin économique d'ailleurs, le pays d'Ath est effectivement un pays d'agriculture. Et en fait, ce char de l'agriculture s'appelait autrefois le char des moissonneurs au XIXe siècle. Et disons que ce n'est pas un phénomène typiquement attois, mais il n'y a plus qu'à Ath qu'il subsiste un char de l'agriculture. On peut remarquer que le char a été complètement rénové, ou presque complètement rénové cette année, qu'on a notamment remplacé toutes les pailles qui constituent les 2 colonnes qui entourent le char et qu'on peut découvrir d'ailleurs. Je crois que ça a posé quelques problèmes d'ailleurs Oui, des de problèmes trouver ces techniques. pailles. Parce qu'évidemment, avec les moissonneuses-batteuses, les pailles sont trop courtes. Alors il a fallu donc de la paille de seigle qui avait été moissonnée à la main et battue au fléau pour habiller le char de l'agriculture. On voit aussi que ce char est tiré par des chevaux de labour. Ça pose aussi quelques problèmes de trouver des chevaux. Oui, trouver des chevaux est
est une des préoccupations des édiles communaux et de tous les groupes qui s'occupent de l'organisation du cortège. Mais depuis quelques années, on est parvenu à assurer justement la traction chevaline pour l'ensemble des chars du cortège, ce qui n'était plus assuré il y a 10 ou 15 ans. cette année. Il n'y a plus de tracteurs depuis plusieurs années déjà, depuis certainement presque 10 ans. Est-ce qu'on peut détailler ce qu'on voit sur ce char de l'agriculture? Tout d'abord, de quand date-t-il? Eh bien, ce char donc, date des années du milieu du 19e siècle. À l'origine, c'est 1856. Mais disons, tel qu'il, dans son état actuel, il date de 1905. Sa décoration actuelle date de 1905. On découvre notamment à l'avant-plan des outils agricoles. Et ici, vous voyez l'évocation de la moissonneuse. Vous voyez l'évocation de la moissonneuse, donc du moulin qui, autrefois, avec les moissonneuses lieuses, servait à abattre le blé sur le tapis. Et alors, vous voyez aussi, dans le bas, il y a une charrue. Et là, vous avez de jeunes agriculteurs. Et normalement, au sommet de ce char, mais nous ne la découvrons pas ici, se trouve la déesse de l'agriculture, Cérès. Ici, nous découvrons simplement ce moulin qui, autrefois, servait, donc, comme je vous disais, à abattre les grains sur le tapis de la moissonneuse lieuse. Évidemment, c'est une agriculture du début XXe siècle qu'on évoque ici, et pas une agriculture actuelle, bien sûr. Les techniques ont fortement évolué. On a vu des noms de villages, de localités des environs aussi sur ce char. Tout à l'heure, on a vu Chièvre, Frasnes, Covaucan. Est-ce que, finalement, les localités environnantes sont aussi attachées à la Ducasse d'Ath? Oui, certainement, certainement. D'ailleurs, une des caractéristiques de la réussite de l'agriculture, de la Ducasse d'Ath, c'est justement que la moisson soit terminée dans les villages voisins. Ça, c'est une des caractéristiques traditionnelles de la réussite de la Ducasse d'Ath, c'est que la moisson soit complètement terminée. À ce moment-là, tous les agriculteurs de la région viennent à la Ducasse d'Ath et viennent faire la fête en même temps que les Athois. Donc, en fait, là, se sentent concernés par la Ducasse d'Ath, non seulement les gens d'Ath, mais aussi les gens de la région. Le char de l'agriculture poursuit donc sa route et voilà venir le char d'Albert et Isabelle, un char rutilant. La ville a ainsi voulu évoquer l'époque heureuse des princes Albert et Isabelle, une époque qu'on dit heureuse, enfin, oui, on n'était pas là. On peut discuter, oui. C'est en tout cas à cette époque que l'hôtel de ville de 1614-1624 a été créé. Il est dû à l'ingénieur des princes Albert et Isabelle. Coberger, Wenceslas Coberger, qui était effectivement l'architecte des princes Albert et Isabelle, a en effet construit l'hôtel de ville d'Ath. Mais alors, pourquoi Albert et Isabelle dans le cortège d'Ath? Eh bien, encore une fois, c'est la perspective historique. Hein. Mais alors, ce char, il vient tout simplement du cortège de Bruxelles, de célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de la Belgique. Si bien, finalement, que ce char est un monument d'histoire nationale. C'est pas un document à toi, c'est un monument d'histoire nationale pratiquement qui rappelle ce cortège du 75e anniversaire de la dépendance de la Belgique. Et les Athois l'ont acheté, encore une fois, dans la perspective du développement du cortège historique. Vous voyez Albert et Isabelle qui sont donc assis au sommet de ce char et qui sont entourés de toute leur cour. Et vous, en tant qu'historien, en tant que spécialiste du cortège, en tant que folkloriste un peu scrupuleux, que pensez-vous de cet allongement du cortège, de ces gens qui ont voulu à tout prix rendre le cortège encore plus chargé, plus rutilant, plus doré? Oui, évidemment, l'idéal pour le folkloriste et pour le puriste, si je puis dire, ce serait d'avoir un cortège où il n'y aurait que des éléments traditionnels. C'est-à-dire les géants, les groupes traditionnels et peut-être un ou deux chars. Mais en fait, il n'est pas possible de revenir en arrière. Et même on peut se demander si finalement tout ça ne constitue pas une sorte de patrimoine, héritage du 19e siècle et du début du 20e, qui incontestablement ne manque pas finalement d'intérêt à la fois pour l'histoire et notamment pour l'histoire des mentalités, ce qu'on appelle l'histoire des mentalités, c'est-à-dire l'étude de l'histoire des idées. On a aperçu là le cheval Bayard derrière les hommes d'armes, mais on pourrait revenir un peu en arrière pour parler en quelques mots de cet hôtel de ville qui est dû à l'ingénieur des archiducs Albert et Isabelle. L'hôtel de ville est actuellement détruit, complètement détruit. Pourtant c'était un très bel hôtel de ville, une très belle façade. Est-ce que vous pouvez nous dire, mais en quelques mots, ce qu'il va advenir de cet hôtel de ville? Eh bien en fait cet hôtel de ville est en cours de restauration. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu... Quand on a commencé à restaurer l'hôtel de ville, on s'est aperçu que les pierres de la façade étaient en mauvais état et il a fallu les remplacer pratiquement toutes. Mais on les refait absolument identiques.
sous le contrôle d'ailleurs de la Commission des Monuments et des Sites et avec l'accord de la Commission des Monuments et des Sites. Si bien que cet hôtel de ville sera complètement restauré et va redevenir ce qu'il était à l'époque de Caubergy. Le cheval Bayard, le grand béard, comme on l'appelle aussi, je crois, dans la région, un mastodonte, le mastodonte du cortège, 600 kilos, et lui, rassurez-vous, il n'est pas porté par un seul homme. Il y a tout d'abord les roues, des roues de moto, grâce auxquelles il se déplace quand il ne danse pas, et quand il danse, je crois qu'il y a 6 ou 7 porteurs. Non, il y a 16 porteurs. 16 porteurs. Il y a 16 porteurs parce qu'il ne faut pas oublier évidemment que le cheval Bayard, dans sa danse, en fait, le poids n'est pas toujours bien équilibré dans la danse. Si bien qu'à un moment donné, le poids tombe à tel ou tel endroit et que certains porteurs reçoivent une charge particulièrement lourde. Il faut être particulièrement solide pour porter le cheval Bayard. Le cheval Bayard est d'ailleurs animé par une société de gymnastique, la Royale Alliance Attoise, qui l'a créé d'ailleurs en 1948. En fait, le cheval Bayard est dû à un artiste historien attois qui s'appelle René Sansen et qui était le directeur, qui est toujours d'ailleurs le directeur de cette société de gymnastique, la Royale Alliance Attoise. Mais le cheval Bayard existait bien auparavant, c'est une C'est ça, création la carrière ancienne. du cheval Bayard attois a été d'abord médiévale et puis contemporaine, si vous voulez. Il y a eu une carrière médiévale parce que le cheval Bayard est finalement le plus ancien géant du cortège, le plus ancien géant attesté, dans la mesure où on sait qu'il a été créé en 1462. On a les documents de la création en 1462. Mais il n'a duré alors qu'une cinquantaine d'années. Au début du XVIe siècle, il disparaît. Et alors, Il a été brûlé, je crois. on n'en sait rien. On l'a laissé tomber en désuétude. On l'a laissé tomber en désuétude au XVIe siècle et on l'a oublié. On l'a oublié probablement à la suite de circonstances économiques et sociales peu favorables. Et alors, c'est en 1948 que la Royale Alliance Attoise, qui célébrait un anniversaire, a voulu le recréer pour donner plus d'éclat et de prestige au cortège d'Ath avec la création de ce personnage, de ce cheval gigantesque. N'a-t-il pas été recréé grâce à une collecte, grâce à des dons au sein de la population? C'est ça. En fait, il y a une caractéristique tout à fait amusante pour le cheval Bayard, c'est que sa création a été faite par souscription en 1462. Oui. Et qu'en 1948, sa recréation est aussi liée au développement d'une souscription. Alors, vous apercevez là les yeux d'un porteur Oui, à travers ce qu'on appelle on appelle cela le regard. Ce sont des regards, des trous, c'est ça, des trous de regard, oui, qui permettent au porteur de se diriger. Évidemment, les évolutions du cheval Bayard sont commandées par un chef porteur. Et au XVe siècle, on parlait du conduiseur du secret. On parlait donc d'un conduiseur qui avait un secret, qui était le chef du groupe, si vous voulez. Et qui était donc le chef porteur, si vous voulez, qui, à l'heure actuelle, anime le cheval en question. Ce sont aussi des pièces de monnaie qu'on lance aux enfants. Oui. Ce sont des pièces de monnaie qu'on lance aux enfants, qui ont l'air de bien s'amuser d'ailleurs. Ces enfants, en fait, ce sont les 4 fils Aymon. Oui, et, évidemment. Est-ce que les enfants sont également choisis en fonction de certains privilèges, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans les interviews, la plupart des géants sont portés par des familles attitrées. Oui, là, nous avons affaire avec le cheval Bayard à une tradition récente. Mais il est certain que les enfants qui sont sur le cheval Bayard sont des enfants des familles de porteurs ou apparentés aux porteurs ou apparentés au groupe du cheval Bayard. On vous a dit qu'il faisait 600 kilos, on peut aussi vous dire qu'il fait 6,30 mètres de haut. Oui. Et vous le voyez ici en train de danser avec ses 600 kilos. C'est évidemment moins élégant que Mademoiselle Victoire, mais c'est quand même pas mal aussi. Vous voyez qu'il y a un fou, une sorte de conduiseur, si Oui. vous voulez, un fou qui accompagne les évolutions du cheval. Qui fait aussi partie de cette société de gymnastique. Oui, absolument. Et alors vous voyez ici une chose absolument extraordinaire, c'est que le cheval Bayard danse sur l'air de Goliath. Un air interprété, je crois, par la musique de Wissini, C'est la musique de Wissini. qui est aussi un petit village des environs d'Ath. Oui. En fait, je crois que c'est assez exceptionnel le rythme change ici, mais c'est assez exceptionnel de voir interpréter justement la danse du cheval Bayard sur l'air de Goliath, et c'est évidemment à l'occasion du 500e anniversaire. Alors,
Voilà le cheval qui se cabre. Et ici, évidemment, l'honneur de Goliath. Et tous les porteurs se sont rassemblés pour faire lever le cheval et pour qu'il puisse se cabrer. Il va d'ailleurs le faire de nouveau. 600 kilos, il faut le répéter parce que c'est un véritable exploit. De l'autre côté. Et voilà. Je crois qu'il ne faut pas que les enfants souffrent du mal de mer. Qui ornent le cheval Bayard, ce sont les armes de la ville et de différentes confréries. Voilà les porteurs qui sortent. Qui nous quitte. Je crois qu'on pourrait peut-être faire un petit retour en arrière, un retour à hier, à samedi, puisque le samedi se déroule traditionnellement le combat de David et Goliath. Voilà, ça commence. Le combat de David et Goliath qui succède d'ailleurs ce qu'on appelle ici les vêpres bouillasses, le mariage de Goliath et de Madame Goliath. Es-tu donc là de vivre, jeune sot, petit amaro, tu ne porteras plus ton flambeau ni mon beau. Ta tête sera foulée, tes yeux de lion, tes oiseaux cajolés assurent mes fillons. Un texte qui n'a pas changé depuis une centaine d'années, vous entendez. David tient tête à Goliath. L'avantage est pour moi et j'ai pour escorte un jeu toujours vainqueur, sa main est justement forte. Quand Dieu tendrait son arc et moi de sur la terre, te livrai-je ou la guerre, non pas à toi, petit objet. Quand tu saurais un Dieu avec autant de pages, oserais-tu me combattre avec tant d'avantages? Ah, blasphème, Dieu sera puni. Un Dieu qui se pique au couronné de bonheur ne peut rien souffrir contre son sang et son œuvre. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance de ce beau bras, que j'en tire la vengeance. Il a l'air bien décidé à ne pas s'en laisser compter. Il va bientôt enlever son chapeau pour se préparer à tirer. Voilà. Vous voyez le regard du géant. Et c'est raté. Je ne signe qu'aux morts. Goliath l'aurait crié, même si David avait réussi son coup, puisqu'il faut que la tradition se perpétue, mais hélas, David a raté. Vous avez entendu les cris qui commençaient à monter quand David s'est préparé à tirer, et puis tout de suite les cris se sont étouffés parce qu'on a vu que David avait raté. Vous voyez comme il est triste, ce petit garçon qui s'appelle Denis Sauvage, je crois. Oui, c'est ça. Denis Sauvage, c'est le fils du chef porteur de Goliath, en fait. Là aussi, c'est une tradition que le petit berger David, au point qu'il y a une famille à Ath qui s'appelle la famille du berger, et qui est la famille des bourlards, qui sont des porteurs de géants, eh bien, c'est toujours le fils, un des fils ou un parent des porteurs qui joue ce rôle du petit berger David. Et pourtant, il s'était préparé depuis des mois, je crois. C'est ça, il y a eu un entraînement intensif pour essayer de vaincre Goliath, mais finalement, on peut se demander s'il était sympathique de vaincre Goliath l'année de son 500e anniversaire. Enfin, on n'est pas triste malgré tout. Vous voyez, on danse ici à Ath, oui, on danse tant et plus.
Le ratage de David ne veut rien dire, on ne prévoit pas des années de malheur pour Ath. Non, ça n'a aucune signification symbolique. La seule chose, c'est que les Attois sont déçus parce que quand David rate, Goliath et sa femme ne dansent plus, rentrent immédiatement. Tandis que si David a gagné, si David a jeté la balle dans le regard du porteur, eh bien, les géants font encore ensuite une danse. Et évidemment, ça, c'est important pour le public attois. Ce qu'il faut souligner, donc, c'est que ce dialogue est un dialogue, comme vous l'avez entendu, en langage qui est mi-dialecte, mi-français, qui s'est transmis par la tradition et déformé, et qui emploie des mots que plus personne ne comprend, parce qu'ils ont été déformés par la transmission. Donc, dialogue tout à fait traditionnel. Vous êtes toujours à Ath où ça chauffe cet après-midi du 500e anniversaire de Goliath, un cortège qui date donc de 500 ans, mais dans lequel il y a eu des innovations. Tout à l'heure, nous avons pris ce cortège un peu en marche à 16h05. Ce que vous n'avez pas vu, c'est l'aigle à deux têtes. Je vous propose de le voir dans un instant. L'aigle à deux têtes, peut-être un mot de commentaire, Jean-Pierre Ducastel, je crois que c'est le symbole de la confrérie des poissonniers. Oui, là aussi, je vais devoir corriger. En fait, traditionnellement, on raconte à Ath que c'est le géant de la confrérie des poissonniers, mais le seul document que l'on ait sur la présence de cet aigle dans la procession nous montre qu'il s'agit du géant de la confrérie des tailleurs. D'autre part, il n'avait pas deux têtes autrefois, mais une seule tête. Il est facile de comprendre pourquoi cet aigle n'avait qu'une seule tête. Et ça, je l'ai appris récemment lors du colloque d'Hirschonway que nous avons organisé à l'occasion du 500e anniversaire de Goliath. C'est au fond que c'est l'aigle de Saint-Jean. C'est l'aigle, à l'origine, dans une procession, c'est l'aigle de Saint-Jean. Donc, aigle de Saint-Jean, avec une seule tête, aigle de la confrérie des poissonniers, attesté depuis le XVIIIe siècle. Et pourquoi deux têtes, bien sûr? Eh bien, parce qu'en 1854, pour évoquer les armes de la ville, à l'occasion d'une visite royale, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un oiseau qui symbolise les armes de la ville, l'aigle à deux têtes, qui est l'aigle d'Habsbourg, l'aigle d'Habsbourg d'Autriche, et qui a été repris dans les armes de la ville, et qui se retrouve finalement sur ce personnage. Je dis personnage, en fait, il s'agit donc d'un animal gigantesque. 117 kg, 3,30 m. C'est ça, l'aigle vient d'être alourdi, semble-t-il, par sa restauration également, et il doit donc peser maintenant plus de 120 kg, auquel il faut ajouter le poids de l'enfant. Si bien qu'il n'est pas loin, avec l'enfant, du poids d'Ambiorix, c'est-à-dire de 130 kg. On remarque, Jean-Pierre Ducastel, qu'il y a quand même certaines divergences entre les historiens de la région d'Ath sur l'origine de certains géants, sur leur explication historique. Est-ce que ces divergences sont vraiment importantes? Est-ce que c'est important aussi pour la population? Mais je ne sais
sais pas si au niveau de la population c'est toujours perçu comme très important. Il est certain cependant que tout ce qui touche aux géants est fortement, suscite beaucoup de réactions de la population. Maintenant, une chose est certaine, c'est que, à mon avis, il faut essayer justement d'aller au maximum de précision quand on veut essayer de connaître ce cortège. Et évidemment, les seules précisions que l'on a, ce sont les précisions des documents. Alors il faut se référer aux documents et je regrette, mais ce que je dis est fondé sur des documents et en fait, malheureusement, on a écrit beaucoup d'erreurs sur le cortège de la Ducasse-Date, comme sur n'importe quel sujet qui a été beaucoup traité et qui a été fortement vulgarisé, notamment une vulgarisation à base touristique. Il y a évidemment beaucoup d'erreurs. Alors Jean-Pierre Ducastel, est-ce que je me trompe si je dis qu'ici c'est le char de la ville? Non, absolument pas. Là, nous sommes parfaitement d'accord. Nous sommes en présence du char de la ville, qui est d'ailleurs un des chars les plus anciens du cortège, puisqu'il date de 1850. Et donc, il a été créé, encore une fois, pour évoquer l'histoire locale, les gloires locales. On a d'ailleurs essayé d'annexer toutes sortes de personnages, comme Juste Lips, qui a résidé peut-être 1 an ou 2 à Ath, et on en a fait une gloire locale, par exemple. Il y a aussi des gloires qui sont moins glorieuses qu'on l'a cru à un moment donné, comme le Père Hennepin. Le Père Hennepin, dont un ouvrage récent vient de montrer qu'il n'a pas du tout découvert le Mississippi. Donc vous détrônez aussi Hennepin. Évidemment, j'apparais peut-être un peu parfois comme iconoclaste et je détruis un certain nombre de mythes, mais je crois qu'il faut remettre les choses en place. Hennepin est pourtant un personnage important à Ath. Il y a même ce qu'on appelle ici la pompe Louis Hennepin, c'est derrière l'endroit où nous nous trouvons. C'est ça, il y a la pompe Hennepin, il y a la rue Hennepin. Bon, Hennepin a sans doute été un personnage important, un explorateur important, mais il apparaît que cet explorateur a quelque peu gonflé l'importance de ses découvertes, même si évidemment il appartenait à un ordre religieux, c'est-à-dire les récollets. Vous voyez encore une fois le char d'inspiration néoclassique, et le char d'inspiration néoclassique avec le temple monoptère et la déesse. Monoptère, c'est-à-dire d'une seule pièce avec l'ensemble des colonnes, et ce qu'on appelle à Ath la déesse qui symbolise la ville d'Ath. Donc le personnage couronné que vous voyez là entre les colonnes du temple, eh bien c'est la déesse qui symbolise la ville d'Ath. Et à l'avant-plan, alors, sur les marches qui précèdent ce temple, vous avez les personnages importants de la ville. Les personnages historiques, parmi lesquels il y a aussi, il faut le signaler, Eugène de Fax, qui était premier président de la Cour de cassation. C'est ça, Eugène de Fax, lui, c'est un vrai homme célèbre et c'est un personnage très important, non seulement d'histoire locale, mais d'histoire nationale. Il ne faut pas oublier que Eugène de Fax, non seulement était le premier président de la Cour de cassation, mais qu'il est le rédacteur de la Constitution belge. Pratiquement un des principaux rédacteurs de la Constitution belge, c'est un juriste fort important, Eugène de Fax. Ses ouvrages sont d'ailleurs très importants au niveau juridique. Alors voilà le tout grand moment de ce cortège, de ce 500e anniversaire. Voilà Goliath et Madame. En ce moment, le cœur de tous les Athois bat un peu plus vite, je crois. Oui, certainement. Le nôtre aussi, d'ailleurs. Oui, parce que le moment est effectivement solennel. Je vous ai dit tout à l'heure, nous allons ici voir la danse traditionnelle de Goliath sur le pont du Moulin. C'est la danse donc tout à fait classique du cortège de la Ducasse-Date. C'est celle que tous les Athois veulent voir, ce qui explique d'ailleurs l'importance de la foule massée sur ce pont du Moulin. Ce pont du Moulin qui évidemment n'a plus l'aspect d'un pont parce que la rivière a été voûtée, mais en fait c'est donc sur ce pont de la ville, cette porte de la ville, que à la sortie de la ville, que les géants vont danser, vont exécuter la danse traditionnelle de Goliath. Alors je rappelle très vite, avant la danse de Goliath, que c'est en 1481, il y a 500 ans, qu'apparaît dans un document officiel la première citation du nom de Goliath. Goliath fait 4 mètres, 120 kilos. En patois, ici dans la région, on dit Gouillasse, c'est donc le patron de la ville, le héros des archers et des arbalétriers de Saint-Roch. Pas des archers, des arbalétriers. Des arbalétriers. Donc c'est un jeune confrérie, comme l'Aigle, et il appartenait à cette confrérie des arbalétriers, ce qui explique d'ailleurs finalement qu'il n'apparaisse qu'en 1481, parce qu'à ce moment-là, on le répare et on le nettoie. Donc la date de 1481, c'est ce qu'on appelle l'émergence historique. Ce
Ce que nous découvrons là, c'est un le diable. diable. C'est le diable Magnon qui fait partie de la police autour de Goliath. Et vous voyez à côté l'homme de feuille, c'est l'homme sauvage. Ils sont deux, je crois. Oui, il y a deux hommes de feuille. On n'en voit qu'un pour l'instant, mais ils sont vêtus de feuilles de lierre, ils ont une massue, et ces personnages font la police autour de Goliath. C'est un personnage comme le diable d'ailleurs, qui a en fait que l'on retrouve dans tout le folklore de l'Europe, à la fois dans les carnavals et dans les cortèges. Pas seulement d'ailleurs dans le rôle de service d'ordre. Et voilà la danse de Goliath. Madame Goliath, on vient de voir son visage. Madame Goliath qui a l'air un peu soumise, il faut le dire. Et madame fait 3,75 m et 105 kg. L'embrassade des deux géants qui est un des aspects de la danse. On dit que c'est un moment que les porteurs aiment bien parce que c'est quelques secondes pendant lesquelles ils peuvent se reposer, au moment où les têtes des deux géants se frottent, au moment où le géant peut poser un peu par terre d'un côté et on peut souffler quelques secondes. Oui, mais il faut reprendre immédiatement. Il ne faut pas oublier que cette danse est très longue, beaucoup plus longue que toutes les autres, et que c'est également une prouesse physique que d'exécuter cette danse. Il faut dire d'ailleurs que c'est aussi un honneur pour les porteurs, et que c'est un véritable honneur qui est très disputé que de pouvoir exécuter cette danse de Goliath avec Madame Goliath. Et vous voyez qu'il doit y avoir une synchronisation entre les deux géants. On l'a vu hier soir dans le reportage d'Alexandre Kerestéchi, les porteurs d'ailleurs se préparent et dansent dans un petit café du coin. Ils dansent sans géant, ils répètent la danse, mais aucun entraînement avec le géant sur le dos. Non, en fait, l'entraînement ou la démonstration qui était faite dans le film d'Alex Kerestéchi est assez exceptionnelle. Les porteurs pratiquement ne s'entraînent pas à exécuter la danse de Goliath. Ils se concertent un peu avant de commencer et ils savent à peu près comment ils doivent s'organiser. Je crois qu'on crie bis. Oui, ça c'est assez exceptionnel parce que finalement, habituellement, ici on ne fait qu'une seule danse de Goliath. Sur le pont du Moulin, bien sûr, il n'y a pas en principe qu'une seule danse. Je crois qu'en tout cas, pour nos impératifs horaires, rien ne les empêche de recommencer. Mais hélas, ils ne nous entendent pas. De l'Union Royale Saint-Martin ont l'air aussi un peu interrogatif. Ils se demandent s'ils doivent rejouer la danse Goliath. On hésite, on se consulte. On aperçoit ici à l'avant-plan dans l'image un personnage très important de la ducasse d'Ath. Voilà cette petite dame aux cheveux gris avec la médaille autour du cou, une robe bleue qui est maintenant cachée. Voilà, elle réapparaît derrière l'homme de feuille. C'est la dame qui habille tous les géants, c'est Madame Georgina. C'est ça, c'est Georgina Fourmarier qui est d'ailleurs ici, je pense, avec son fils Marcel, qui est son aide habituelle. En fait, c'est l'équipe qui traditionnellement habille l'ensemble des géants. Et Georgina le fait maintenant depuis plus de 60 ans. Donc le fils de Georgina, Marcel, est celui qui fait les travaux lourds, si vous voulez. Tous les travaux d'habillage, les travaux de couture sont exécutés par Georgina depuis 60 ans. Et je crois que Georgina passe toute la dernière semaine qui
qui précède la Ducasse à habiller ces géants. C'est ça, l'habillage des géants dure exactement une semaine et obéit à des rites également très précis d'ailleurs. On commence par tel géant et on s'organise de telle manière depuis plusieurs dizaines d'années et c'est une sorte d'habitude, toute une série d'habitudes se sont créées, une série de rites existent pour l'habillage de l'ensemble des géants. Voilà toujours Georgina et Marcel qui apparaissent sur l'écran. Je crois d'ailleurs qu'elle n'aime pas tellement qu'on vienne la voir, qu'on vienne la questionner pendant qu'elle habille les géants. Non, parce qu'elle estime qu'il s'agit de secrets presque. Et elle a dû, comme elle l'expliquait hier soir dans le film d'Alexandre Kerestéchi, elle a dû apprendre par elle-même toute seule et elle estime que chacun doit pouvoir se débrouiller. Finalement, à votre avis, Jean-Pierre Ducastel, qu'est-ce qui donne ce besoin aux gens, à la population, qu'est-ce qui donne le besoin des géants? Pourquoi les gens ont-ils besoin de géants? Eh bien, est-ce qu'il y a une explication psychologique? C'est difficile à dire. En fait, ici à Ath, on sait très bien pourquoi les gens ont besoin de géants. Ils ont besoin de géants parce que c'est le symbole de la vie locale, c'est le symbole de la cité. C'est véritablement la personnification de l'âme attoise. Le géant, en particulier Goliath, et le couple Goliath d'ailleurs, c'est vraiment l'expression de l'Attois. L'Attois se sent revivre chaque année à la Ducasse. Il a une espèce de renouveau qui apparaît et qui revient chaque année. Maintenant, évidemment, si on élargit le problème et qu'on voit en général pourquoi on peut s'intéresser aux géants, eh bien, il est certain qu'il n'y a pas que les Attois qui ont des géants, il y a des géants dans toute l'Europe et là, il y a des motivations psychologiques qui jouent. Derrière Goliath, on vient de l'apercevoir, le maillot d'Ath, Ispitas. Je crois que c'est une tradition historique aussi que les autorités civiles suivent dans une calèche le cortège des géants. Effectivement, depuis toujours, pratiquement, l'ensemble des autorités civiles accompagnent la procession d'Ath. Au XVe siècle déjà, les autorités civiles étaient dans la procession d'Ath. Donc en fait, le conseil communal, si vous voulez, est un des accessoires de la procession, un des éléments de la procession, et dès lors il est logique que l'ensemble du conseil communal figure à la fin de ce cortège qui est la continuation de la procession. Mais évidemment, vous voyez à l'heure actuelle, à partir du moment où les calèches arrivent, vous avez le public qui envahit la rue, et malgré la présence d'une fanfare après les calèches du conseil communal. Et bien voilà, j'espère que ces images, pendant 1h20 environ, ces images de Gérard Leverius et de son équipe vous auront mis l'eau à la bouche. Il ne vous restera donc plus, si le goût vous en dit, à bloquer votre 4e week-end du mois d'août l'année prochaine, du mois d'août 82. C'est en effet tous les 4e samedis et dimanches du mois d'août que se déroule ce cortège d'Ath. Donc le samedi tout d'abord le combat de David et de Goliath, et puis le dimanche le cortège que vous venez de voir avec les géants, avec les chars, avec les groupes, avec les majorettes, etc. Un cortège vraiment très joli, très agréable à voir. Et puis un autre rendez-vous peut-être aussi, si vous ne pouvez pas venir à Ath l'année prochaine, et puis si vous trouvez que c'est un peu loin, il y a une exposition sur les géants et la Ducasse d'Ath, une exposition qui se déroule jusqu'au 30 septembre. Plusieurs pays d'Europe y sont représentés. Ça se passe à l'Institut Saint-François, en face de l'église Saint-Julien. Rendez-vous peut-être donc l'année prochaine à Ath pour le cortège des géants. Et en attendant, bon après-midi.